L'avant-Seconde Guerre mondiale, Zweig se réveille de chez lui à son 50e anniversaire. Il reçoit des éditions, plusieurs éditions de différents pays de, de ses œuvres. Et à ce 50e anniversaire, par ses cadeaux, par sa maison à Salzbourg, son imposante collection, il se sent comblé, mais quelque chose d'autre, un autre sentiment le traverse. J'étais à l'abri du souci. Même si je n'écrivais plus une ligne, mes livres prendraient soin de moi. Tout me semblait atteint, le destin dompté. La sécurité que j'avais connue autrefois dans la maison de mes parents et qui s'était perdue pendant la guerre, je l'avais recouvrée par mes propres forces. Que restait-il à souhaiter? Mais chose étrange, le fait même qu'à cette heure je ne voyais rien à désirer engendrait en moi un mystérieux malaise. Serait-il bon de demander quelque chose en moi? Ce n'était pas moi-même. Que ta vie se poursuive ainsi, si calme, si réglée, si lucrative, si confortable, sans nouvelles tensions et sans nouvelles épreuves. T'appartient-il vraiment? T'appartient-elle vraiment? Appartient-elle au plus essentiel de ton être, cette existence privilégiée, tout assurée en soi? Pensif, je me promenais dans la maison. Elle était devenue belle, au cours de ces années, et telle exactement que je l'avais voulu. Et pourtant devais-je toujours vivre ici, toujours m'asseoir dans le même bureau et écrire des livres, écrire des livres, un livre, et encore un livre, et ensuite toucher mes droits d'auteur, toucher plus de droits d'auteur, devenir peu à peu un monsieur respectable, tenu d'exploiter avec dignité dans le respect des convenances son nom et son œuvre, préservé déjà de tout accident, de toutes les tensions et de tous les dangers. Les choses devaient-elles toujours aller ainsi jusqu'à 60, jusqu'à 70 ans, sur une voie droite et unie? Ne serait-il pas mieux pour moi, ainsi poursuivait mon rêve intérieur, que survint quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me rendit plus inquiet, plus tendu, qui me rajeunit en m'excitant à un nouveau combat peut-être plus dangereux encore? Car un artiste porte toujours en lui une mystérieuse contradiction. Si la vie le secoue brutalement, il soupire après le repos, mais si le repos lui est donné, il aspire à de nouvelles agitations. C'est ainsi qu'en ce jour de mon 50e anniversaire, je ne formais au plus profond de moi-même que ce seul vœu téméraire, que quelque chose se produisit qui m'arracha de nouveau à ces sécurités et à ces commodités, qui m'obligea non pas à simplement poursuivre, mais à recommencer. Était-ce crainte de l'âge, de la fatigue, de la paresse? Ou était-ce une mystérieuse prémonition qui me faisait alors désirer une autre vie, plus dure, dans l'intérêt de mon développement intérieur? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Car ce qui, en cette heure singulière, émergeait de la pénombre de l'inconscient, n'avait rien d'un vœu distinctement exprimé, et sûrement n'était en rien rattaché à ma volonté consciente. Ce n'était qu'une pensée fugitive, qui venait m'effleurer comme un souffle, peut-être pas du tout ma propre pensée, mais une autre surgie de profondeur qui m'était inconnue. Cependant, l'obscure puissance qui gouverne ma vie, l'insaisissable puissance qui avait déjà comblé tant de vœux que je n'aurais jamais eu l'audace de former, devait l'avoir perçue. Et déjà elle levait docilement la main pour briser ma vie jusqu'en ses derniers fondements et me forcer d'en reconstruire sur ses ruines une toute autre, plus dure et plus difficile. Alors que le nazisme prend de plus en plus de place en Allemagne et en Autriche, Zweig revient une dernière fois en Autriche, après un long séjour à Londres. Mes amis s'étonnèrent de me voir revenir si tôt et si subitement, mais comme ils se moquèrent de moi quand je leur dis mon inquiétude. J'étais toujours le vieux Jérémie, me disait-il en plaisantant. Ne savais-je donc pas que maintenant 100% de la population autrichienne se tenait derrière Schuschnigg? Ils me vantèrent avec force détail les grandioses manifestations du Front patriotique, tandis qu'à Salzbourg, déjà, j'avais remarqué que la plupart de ces manifestants ne portaient que pour la façade l'insigne réglementaire de leur unité fixé au col de leur veste, afin de ne pas compromettre leur situation, alors que, par prudence, ils étaient déjà inscrits depuis longtemps à Munich parmi les nationaux socialistes.
J'avais lu et écrit trop d'ouvrages historiques pour ne pas savoir que la grande masse roule toujours immédiatement du côté où se trouve le centre de gravité de la puissance du moment. Je savais que ces voix qui criaient aujourd'hui Heil Schuschnigg hurleraient demain Heil Hitler. Mais tous ceux avec qui je parlais à Vienne montraient une sincère insouciance. Ils s'invitaient mutuellement en smoking et en frac à des soirées sans se douter qu'ils porteraient bientôt la tenue des détenus de camps de concentration. Ils prenaient d'assaut les magasins pour les achats de Noël destinés à leur belle maison, sans se douter que peu de mois après, on les leur prendrait et les pillerait. Et cette éternelle insouciance de la vieille Vienne que j'avais tant aimée jusque-là et dont je traîne encore, et dont je traîne à vrai dire la nostalgie à travers toute mon existence, cette insouciance que le poète national des Viennois a un jour ramassée en un axiome concis, il ne peut rien t'arriver. Pour la première fois, cet axiome me faisait mal. Mais peut-être après tout était-il plus sage que moi, que mes amis de Vienne, car ils ne souffrirent tous les maux que quand ils fondirent réellement sur eux, tandis que moi j'ai souffert par avance de mon malheur en imagination, puis une seconde fois en réalité. Toujours est-il que je ne les comprenais plus et ne pouvais me faire comprendre d'eux. Après le deuxième jour, je n'avertis plus personne. Pourquoi troubler des gens qui ne veulent pas se laisser inquiéter? Qu'on ne prenne cependant pas ceci pour un embellissement surajouté, mais pour la plus pure expression de la vérité. Durant les 2 dernières journées que j'ai passées à Vienne, c'est avec un jamais plus désespéré et muet que j'ai considéré chacune des rues qui m'étaient si familières, chaque église, chaque jardin, chacun des vieux quartiers de ma vieille ville. J'ai embrassé ma mère avec cette secrète pensée, c'est la dernière fois. Tout dans cette ville, dans ce pays, je l'ai éprouvé avec ce sentiment de jamais plus, avec la conscience que c'était un adieu, un éternel adieu. À Salzbourg, la ville où se trouvait la maison dans laquelle j'avais travaillé 20 ans, je passais sans même descendre du train à la gare. De la fenêtre du balcon, il est vrai, j'aurais pu voir ma maison sur la colline, avec tous les souvenirs des défuntes années, mais je n'y jetais pas un coup d'œil. À quoi bon, puisque je ne l'habiterais plus jamais? Et à l'instant où le train passait la frontière, je savais comme Lot, le patriarche de la Bible, que derrière moi tout était cendre et poussière, un passé pétrifié en sel amer.